Alors, bonsoir à tous. Voilà. Donc j'espère que les deux films vous ont plu. Donc vous avez eu l'occasion de voir The Shaman's Apprentice de Zacharias Kunuk, suivi évidemment de l'excellent Kwesipan réalisé par Myriam Véro, d'après en fait le roman éponyme de Naomi Fontaine, que j'espère que vous allez évidemment acquérir dès que possible pour le lire, puisque c'est aussi un excellent livre. Donc on va faire suivre ça donc d'un débat, en fait, d'une discussion autour des films. Tout d'abord, j'aimerais juste remercier donc, la délégation générale du Québec qui a permis d'avoir cette diffusion ce soir, ainsi que les alchimistes, qui sont donc les distributeurs de Kwesipan. Et avec nous, en fait, sur scène, pour discuter un petit peu du film, donc, nous allons avoir en présentiel donc, Irène Bélier, Nicole Obomsawin et Frédéric Legrand. Et nous avons aussi en visio, donc du Canada, qui vient de nous rejoindre, Myriam Véro, qui est donc la réalisatrice de Kwesipan. Et en fait, je ne vais pas vraiment faire d'introduction, je vais juste les laisser commencer la discussion. Et encore un grand merci d'être là. Bon, je vais commencer. Merci beaucoup pour m'associer à ce débat. Je voulais remercier surtout Myriam de nous avoir proposé ce film qui est, je trouve, remarquable à de nombreux égards, Kwesipan, que j'ai eu le plaisir de revoir. Je l'avais vu une première fois, donc c'est toujours bien de revoir parce qu'on voit d'autres choses. Donc nous sommes déjà 3 sur scène, mais je voudrais associer à la discussion Sharon, qui viendra si elle veut bien nous rejoindre, pour donner son avis aussi sur se concentrer. C'est un concentré de vécu, d'histoire, de problèmes. Et j'ai 1000 questions à vous poser. Je vais essayer de me limiter parce que je pense que Nicole aussi a beaucoup de choses à dire, Frédéric aussi, et puis on pourra discuter avec la salle. Mais je voudrais tout de suite commencer, d'abord après vous avoir vraiment félicité pour la réalisation de ce film. J'ai un peu envie de vous demander le making-of. Et puis avant d'ailleurs de demander le making-of, est-ce qu'on pourrait avoir la photo en arrière, un retour sur image, de manière à ce que le public... Ah ben voilà, c'est formidable, vous êtes avec nous. Donc oui, j'aurais bien aimé vous demander un petit peu comment s'est réalisé ce film, comment vous avez venu l'idée, comment vous avez travaillé avec les acteurs et les actrices qui sont toutes absolument remarquables. Je ne pense pas que ce soit des professionnels, je pense que ce sont des gens des communautés, de la communauté, vous nous en direz plus. Et puis comment ça s'est un petit peu passé. Personnellement, c'est la question que j'aimerais bien vous poser. Et après, je ne sais pas si Nicole ou Frédéric, vous voulez tout de suite rentrer dans le dialogue. On commence par là. Alors, on commence par là, Myriam, mais encore vraiment, bravo. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Il y a plusieurs questions dans votre première question. Je suis pas Inou, je suis une Québécoise francophone d'héritage français. Et puis, j'ai habité toute mon enfance et mon adolescence près de Wendake, qu'on appelait à l'époque le village Huron, qui est une réserve aussi autochtone. Et puis donc, j'avais des amis autochtones, mais sans plus. J'étais très ignorante de la communauté Innu là, de Mayotenam et Uashat. Et j'ai dû m'y rendre en 2010 pour un documentaire de commande. C'était pas à propos des Innu ou des Autochtones, c'était simplement... j'avais un des personnages qui venait de Mayotenam. Par souci de diversité, je voulais inclure un des personnages autochtones. Donc, je me suis rendue là. Et puis, j'ai eu un choc quand je suis arrivée là. J'ai tout de suite eu l'impression que je devais faire quelque chose avec eux. En fait, c'est que j'avais envie de les connaître parce que je les connaissais pas. Et je voulais pas faire quelque chose, je voulais pas faire un documentaire sur eux. Et puisque je fais des films dans la vie, je me suis dit la meilleure façon de les connaître, c'est de travailler avec eux. Donc, je voulais pas faire un film sur les Inuits. Je voulais faire un film avec des Inuits, ce qui est très différent comme approche. Donc, je voulais raconter une histoire qui vient de là-bas, mais j'avais besoin d'aide.
Donc, j'ai cherché des artistes Inuits pour faire un film avec moi, en fait. Et puis, j'ai découvert des auteurs, des musiciens, tout ça. Puis, je suis tombée sur le livre de Naomi Fontaine tout de suite, un an plus tard. Et c'était... et le livre de Naomi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre et représentait vraiment ce que je voulais faire. Donc, parler du contemporain, en fait, de l'époque contemporaine dans une communauté Innu. Et son livre, c'est une série de fragments, de descriptions en prose. Elle raconte comment... Elle décrit, par exemple, les mains de sa grand-mère qui pétrit la bannique, le pain. On voit des jeunes qui flânent au terrain de baseball. Elle décrit le camp de son oncle dans le bois. Puis, il n'y a pas vraiment d'histoire continue. Mais c'était une bonne base pour s'inspirer parce que c'était l'ambiance que je voulais transmettre. Alors, j'ai demandé à Naomi de faire un film avec moi simplement, d'écrire une histoire avec moi. Donc, son livre, si vous le lisez, vous allez vous rendre compte qu'il est très différent du film dans sa narrativité. Dans son ambiance, je crois que ça respecte le livre, mais dans la narrativité, c'est très différent. Même, Miquanne et Shanice ne sont pas dans le livre. Ils ne sont pas nommés comme ça. Puis, les personnages principaux c'est pas vraiment une histoire en continu, en fait. Mais quelques passages du livre nous ont inspiré cette histoire d'amitié et le personnage de Shanice, la fille au ventre rond. Donc, l'idée d'une histoire sur l'amitié est venue de mes discussions avec Naomi. Et ensemble, on était assez complémentaires parce qu'elle avait tout le regard de l'intérieur. C'était l'âme, c'était la muse du projet, en fait. Et puis moi, avec mon expérience puis mon bagage de cinéaste, j'amenais le côté qu'elle n'avait pas. Puis ensemble, on a élaboré une histoire comme ça. Ça a été très long, en fait, un long processus d'écriture ensemble. Puis elle m'a invitée dans la communauté. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Puis notre amitié à Naomi et moi a forgé un peu le projet en même temps. Merci donc pour cette introduction au désir de film et surtout à la mise en situation de ce village, cette amitié, mais elle est aussi prétexte à parler de tant de choses si importantes. Parmi les choses très importantes et très belles à signaler pour le public qui n'est pas nécessairement québécois, ni canadien, ni habitué aux questions autochtones, c'est important d'avoir un film avec la langue Innu qui est comme une espèce d'acteur à part entière, enfin qui fait vraiment partie, et je pense que c'est extrêmement important de voir ces différentes facettes. Bon, j'aurais mille choses à discuter avec vous, mais j'aimerais tout de suite donner la parole à Nicole Bonsawin qui doit, à mon avis, partager un certain nombre de choses qui sont présentées dans ce film, donc qui est Wabanaki, et qui a cette expérience, cette connaissance des jeunes filles, de ce monde de la jeunesse, de ce désir d'aller vers un futur, de comment penser ce futur. Voilà, c'est quelques petites questions comme ça que... Merci. Oui, juste rappeler que je travaille à Kiuna. Peut-être que tu connais Kiuna. Donc, on accueille... Très bien, mon meilleur ami travaille à Kiuna. OK. Donc, oui, c'est José Thomas Riola. Pardon? Mon meilleur ami, c'est José Thomas Riola. Ah, oui, OK. Donc, oui, on a plusieurs étudiants qui viennent de Wahat et de Maliotenam. Donc, non, moi, c'est sûr que j'ai lu le livre. Et puis, c'est sûr que j'ai retrouvé l'ambiance. J'ai retrouvé le souffle de Naomi aussi. Donc, puis, ça m'a épatée parce que je reconnais les gens. J'ai reconnu des gens dans le film. Donc, mais je trouve ça, ce que je trouve bien, c'est que montrer une image d'aujourd'hui, actuelle, des choses, c'est un film, donc c'est un montage, mais en même temps, en tout cas, il y a plein de choses il faut le voir plusieurs fois. Moi, je l'ai vu 3 fois, c'est la 3e fois. Donc, on découvre des choses nouvelles à chaque fois. Et puis moi, je trouve formidable le casting, là.
Je ne sais pas comment vous avez déniché tous ces gens-là, puis tout ça, mais ça a dû être un beau travail, parce que en collaboration, ça aide, là, hein, avec... Oui. Mais c'est frappant parce que vous avez touché des choses qui ne sont pas nécessairement connues, des choses qui peuvent choquer. Puis en même temps, il y a tellement de vérité dans le vécu, par exemple, des jeunes qui se posent des questions, qui disent, est-ce que ça arrive seulement qu'à moi? Est-ce que je peux m'en sortir? Donc, il y a toute en filigrane, tout ce questionnement-là qui se passe chez les jeunes, un peu partout, pas juste à Wahat puis à Lyotenam, mais aussi ailleurs, dans d'autres communautés. Parce que vraiment, en même temps, ça peut nous faire pleurer quand on regarde ça puis qu'on est touché. Tu sais, c'est comme... mais en même temps, puis ça finit bien. Je veux dire, ça finit sur quelque chose qui nous porte vers l'avenir. Là. J'ai trouvé magnifique la dernière image. J'imagine que vous avez monté, vous avez pris des heures de tournage pour trouver l'image de la fin. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'image de la fin nous ouvre sur quelque chose de bien, un avenir plus heureux, en fait, malgré tout ce qu'on a vu derrière. J'aimerais faire un lien avec le film qu'on a vu en premier, l'animation plutôt, qu'on a vu. Peut-être que tu ne l'as pas vu, mais donc c'est tout un autre registre. C'est une animation qui parle de chaman, d'apprenti chaman. Et puis, je trouvais que dans ce regard-là, il y avait quelque chose qui faisait, pour moi, le lien entre les deux films. C'est une jeune qui constate, qui apprend, qui est un apprenti, dans le fond, sa grand-mère qui est là. Et donc, quand je regardais le texte qui disait que la liberté, c'est de retourner à mes racines. Donc, moi, j'ai fait le lien avec les deux films que j'ai vus. C'était, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette présence-là ce soir. Merci pour me donner la parole. J'en aurais à dire encore, mais je vais passer la parole. Merci, Nicole. Merci à l'organisation de ce colloque d'avoir eu cette possibilité-là de voir ces deux films. D'un côté, ils sont très différents. De l'autre, je vais poursuivre un peu sur ce que Nicole soulignait. J'ai trouvé finalement qu'ils ils se répondent tous les deux. Alors, je vais commencer par le premier, puisque la chronologie était celle-là. Donc, Zach Kunuk, Norman Cohn ont constitué une équipe, une association depuis les années 90, Issouma, qui est très connu évidemment pour ses films, et a commencé par Atan Arjouat, qui a obtenu cette Palme d'Or à Cannes, donc qui est vraiment une magnifique mise en scène d'un mythe. Et quand on regarde la production de Issouma, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont tenté de produire un cinéma alors communautaire, pas avec des professionnels, mais avec des gens de la communauté. Et les traditions sont très, très, très présentes. Donc, on a Atan Arjouat, ensuite on a eu les journaux de Rasmussen, puis bon, il y en a toute une série. Et donc, le chamanisme est fort présent, me semble-t-il, dans ces films-là. Et donc, j'ai trouvé particulièrement adroit le fait d'utiliser l'animation, ce qui est nouveau pour Issouma, pour traiter du chamanisme, précisément parce que ça lui donne tout de suite une autre dimension et ça nous empêche de se demander si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ce qui est des tentations souvent qu'on retrouve quand on veut traiter de spiritualité ou de chamanisme. Donc là, avec l'animation, je trouve qu'il y a une solution qui est très intéressante parce qu'elle rend tout possible. Et en même temps, donc, il met en scène finalement ce qui est une séquence très, très importante dans le chamanisme inuit, où donc le chaman, ça s'appelle le Nakayurk, fait cette descente au fond de la mer pour aller voir la femme de la mer et aller négocier littéralement du gibier ou de la santé, enfin le rétablissement d'un équilibre, d'une harmonie. Et donc on voit ici cette grand-mère avec sa petite fille
faire cette descente et traverser donc toutes sortes d'obstacles. Hein. Il faut qu'ils n'aient pas peur. Ils doivent affronter le chien qu'on voit, parce que cette femme de la mer, c'est un mythe très très connu. Je ne vais pas le résumer là, ça serait dommage. Et c'est vraiment un magnifique et long mythe. Mais cette femme est au fond donc de la mer. Son chien est là comme un gardien, et donc il faut passer cet obstacle-là. Et ensuite, donc, normalement, il faut la coiffer, la nettoyer des saletés, et après ça, finalement, elle décide de libérer du gibier ou bien de rétablir l'équilibre, etc. Donc, on voit cette descente, et c'est très, très bien fait, je trouve. Vraiment, je trouve que c'est très habile d'avoir utilisé donc l'animation pour faire ça. Et donc, alors, je comprends néanmoins, enfin, c'est une interprétation peut-être que je tire par les cheveux, mais je ne crois pas, qu'il y a dans ce film d'animation très court un message très important sous la forme d'une allégorie, qui est peut-être de dire, dans le fond, le chamanisme permet de guérir, et pas du tout quelque chose de dépassé qui n'existe pas. Il est là, il appartient au monde des ancêtres, il est encore accessible, et il a une efficacité. Hein, donc ici, c'est pour traiter un malade. Donc on peut voir aussi une autre métaphore là, mais je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, dans cette idée de réparer, de mobiliser les traditions pour réparer des déséquilibres. Et lorsque j'ai vu votre film, donc celui sur ce monde Innu, alors c'est un film, je trouve, bouleversant, parce que vraiment, tout au long de la projection, on est dans l'émotion, on passe du haut en bas, c'est vraiment très très bien fait. Moi, j'avais lu Naomi Fontaine, mais je vous avoue, littéralement, j'ai un peu oublié en regardant votre film, en me concentrant vraiment sur l'histoire. Et c'est magnifique. Et j'ai trouvé donc là, en comparant avec le premier, finalement, il y a 3 thématiques qui m'apparaissent vraiment émerger. Il y a cette thématique du lien, qui est très très fort, entre soit la grand-mère et sa petite-fille, ou ici entre ces 2 jeunes femmes, qui est vraiment quelque chose de très puissant. Il y a bien entendu le territoire au sens très très large, mais dans votre film, il y a des séquences, on alterne, il y a des vues, on voit la réserve quand même d'une manière assez terrible, et puis on voit le Saint-Laurent, on voit l'espace, on voit la forêt. Par ce jeu-là d'alterner comme ça ces images-là, je me suis demandé si c'est pas vraiment le territoire au sens large, comme vraiment comme spiritualité, en quelque sorte, ce rapport au territoire comme lieu de ressourcement. Et finalement, c'est un peu aussi dans le premier film, hein, l'expression, c'est Nuna Inaluark, c'est les intestins de la terre, comme ça qu'on. Donc là, on a vraiment ces 2 thématiques-là. Et la troisième, pour moi, c'est évidemment la spiritualité, peut-être un peu plus chamaniste dans le premier film, et dans le vôtre, on voit cette présence du christianisme, hein, puisqu'il y a des images très fortes de crucifix, d'églises, etc. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que voilà, ces 2 films finalement se répondent assez bien autour de ces 3 thématiques-là. Et puis bon, vous avez des choses extraordinaires sur bien sûr cette magnifique poésie Innu, hein, qu'on découvre depuis plusieurs années maintenant, mais qui est absolument remarquable. Et puis le rire, moi j'ai trouvé un clin d'œil à Rémi Savard ou à d'autres, hein, mais cette puissance du rire qui permet de faire face à l'adversité, etc., et qui me semble quelque chose de très important à la fois pour les Inuits, mais dans tout le monde autochtone. Hein. Les Inuits aussi sont des gens qui rient tout le temps en dépit de cette dureté de la vie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un élément de résilience très fort, et on le voit bien dans votre film. Donc vraiment, merci. Voilà, je vais repasser le micro pour poursuivre. Donc oui, pour répondre à la forêt, puis c'est cette île, c'est Wahat, c'est les images de cet endroit-là qu'on voit. Nutchimit, hein, le territoire, Nutchimit. Donc, non, ça, c'était fort. Et puis, il y a aussi cette vision
on a des communautés ou des réserves, des communautés, on dit maintenant, mais qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'il existe. Toute la question justement de spiritualité, de christianisme, pour les Québécois, je ne sais pas pour la France, mais pour les Québécois, c'est quelque chose du passé, ça. Ça n'existe pas aujourd'hui, alors que dans les communautés, c'est très présent encore. Il y a des choses qui sont montrées là, qui sont actuelles. On expose encore les morts dans les maisons. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer que ça existe au Québec, parce que les Québécois ne font plus ça maintenant. Mais, donc, il y a des choses là-dedans. En tout cas, moi, j'ai trouvé des trésors ethnographiques, en fait, cachés dans le film. Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Pour la 3e fois, je pense que j'ai découvert des choses encore que je n'avais pas vues avant. Puis surtout, à faire le lien avec le premier, ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses aussi. Merci. Moi, je voudrais rebondir effectivement sur la question des mondes que l'on parcourt, hein, le monde terrestre, le monde souterrestre dans le premier film, le monde plus horizontal du Saint-Laurent et vers la ville, la migration possible, parce que c'est l'école, parce que c'est possible l'éducation supérieure. Mais j'aurais voulu poser une question plus précise à Myriam à propos de cette... parce que ce film, il est d'une densité incroyable en termes de ce qui est raconté, comment ces filles parlent de la vie, les événements qui leur arrivent, comment elles transcendent effectivement la douleur et comment elles vivent avec la violence. Est-ce qu'il y a eu Donc, j'aimerais que vous répondiez un petit peu sur le casting, hein, comment ça s'est passé sur le casting, comment vous avez rassemblé ces gens et comment vous les avez dirigés aussi? Est-ce qu'ils se sont dirigés tout seuls ou est-ce que vous avez une conduite d'acteur? Et puis, juste une petite seconde en même temps que vous pourrez répondre sur est-ce qu'il y a des points qui ont été vraiment très vite passés sur silence parce que trop douloureux à dire. Je pense en particulier au moment où elle veut faire l'amour avec ce Francis Meehan et où il lui demande est-ce que c'est la première fois, il dit non, pas vraiment, et puis hop, ça passe. Et donc là, il y a tout un non-dit qui en dit beaucoup. Et est-ce que c'était à la demande des actrices ou des acteurs de ne pas trop en parler? Est-ce que c'était vous qui ne souhaitiez pas? Est-ce que c'est Naomi? Parce qu'on a beaucoup d'autres choses. On a l'alcoolisme, on a la drogue, on a la violence, on a la mort, on a beaucoup d'autres choses. Mais là, il y a un petit point de silence qui peut-être touche à de l'intime et à de la difficulté à dire les choses. C'était écrit textuellement comme ça au scénario, cette réplique. Puis c'était, je pense, une envie commune avec Naomi d'être assez pudique sur un épisode que Meehan aurait peut-être vécu, et qui, je crois, peut-être rejoint d'autres expériences que d'autres filles peuvent vivre aussi. Mais on voulait... Je pense que narrativement, ça n'aurait pas été signifiant d'entrer là. Et donc, mais on trouvait intéressant d'ajouter des couches de profondeur à son personnage en donnant des clés sur peut-être son passé. Puis, comme vous dites, on a traité beaucoup de thématiques qui sont, je dirais, beaucoup utilisées aussi dans le cinéma autochtone. Si, par exemple, on voit les films du Wapikoni Mobile, on parle beaucoup souvent des traumas du passé, des problèmes de consommation ou des statistiques par rapport au suicide, des trucs comme ça. Puis je pense que quand on traite de thématiques en lien avec les communautés autochtones, on s'en sort pas, mais en même temps, c'était vraiment... Le but, c'était pas de faire un film sur ces thématiques-là. Et en même temps, on ne voulait pas non plus se mettre la tête dans le sable et se dire que ces choses-là n'existent pas. Donc, pour moi, c'était le décor, c'était ça, mais c'était de ne pas focusser sur ces choses-là, mais vraiment de raconter une histoire d'amitié. Et cette histoire d'amitié, c'est la structure narrative de cette histoire d'amitié. On pourrait la prendre
et l'amener dans une autre communauté, ou l'amener à Paris, ou l'amener dans un autre pays. Puis je pense que ça fonctionne aussi. C'est l'histoire de deux amis qui se promettent de ne jamais se séparer, et puis tout à coup, ben, la vie les sépare. Mais on a ancré ça dans la localité de cette communauté-là, puis avec toutes les problématiques qui y sont présentes, mais on avait envie, Naomi et moi, de faire un film qui casse le cliché de cette grisaille, de cette qu'on voit beaucoup dans les fictions qui traitent de personnages autochtones. Donc, voilà pourquoi cette pudeur à ce moment-là. Et par rapport au casting, c'était pour moi le travail le plus essentiel. En fait, 90% du travail, c'était le casting, parce que, justement, le choix de travailler avec des non-professionnels, souvent on me pose la question « Pourquoi? » Mais parce qu'il y avait seulement cette avenue. Il n'y avait aucune autre avenue. Ce film-là n'existe pas sans eux. Ce film-là n'existe pas sans cette communauté. Ce serait un autre film, un autre ton, si j'avais pris des acteurs qui ne sont pas Inuits, premièrement. Et, bon, à partir du moment que je veux absolument des humains, des gens Inuits pour interpréter des personnages Inuits, je peux y aller avec des professionnels, mais il y en a quand même assez peu au Québec. Et ceux que je connais ou qui travaillent dans le milieu, ben, ils ne correspondaient pas nécessairement au casting que je souhaitais. Donc, c'est pas par dépit, je savais déjà dès le début du projet que j'allais aller dans ce sens. Ceci dit, moi, je consomme un cinéma qui s'approche de l'hyperréalisme et qui flirte avec le documentaire, même si c'est de la fiction. Et puis, par exemple, moi, j'adore ce que Mike Lee fait en Grande-Bretagne, j'adore ce que les frères Dardenne font en Belgique, puis j'aime le cinéma hyperréaliste. Et j'ai déjà fait un long métrage qui s'appelle « À l'ouest de Pluton », que vous pouvez peut-être voir sur des plateformes en France. Et c'était un long métrage avec seulement des non-professionnels. J'avais déjà cette expérience-là et j'avais adoré cette expérience-là et je voulais un peu la répéter. J'aime prendre un lieu et prendre les gens qui habitent ce lieu. Pour mon premier film, c'était la banlieue de Québec. Ça s'appelle « À l'ouest de Pluton ». Et puis, en fait, c'est une co-réalisation. On avait pris des adolescents de la banlieue de Québec, où j'ai grandi. Et puis, on avait créé des personnages avec eux. C'était des non-professionnels qui interprétaient leur rôle. Et les critiques que je recevais beaucoup, les positives, c'était que c'était très authentique, très vrai. Et vraiment, le jeu était bien. Et il y a une façon de faire pour diriger des non-professionnels. On ne fait pas la même chose avec des professionnels. Donc, j'avais le goût de poursuivre un peu aussi cette façon de faire. Donc, ça fonctionnait. Je voulais pas prendre, par exemple, un acteur péruvien ou mexicain parce qu'il y a une ressemblance physique pour jouer un Inuit. Je trouvais que c'était pas à propos du tout, même si certains l'ont déjà fait. Donc, moi, l'accent de Uashat ou l'accent de Maliotenam, je l'aime. Puis c'est drôle parce que les jeunes me disaient, mais comment il faut que je parle dans le film? Puis je leur dis, mais comme tu parles là, c'est ça qui donne la couleur au film. Donc, la communauté de Uashat, c'est le film. C'est elle. Et on fait pas. Il y a plusieurs types de films, et celui-là se fait avec eux et expressément avec eux. Et s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de film encore. Donc, on a proposé aux producteurs de faire un casting là, vraiment à grande échelle où on s'est promené dans les communautés Inuits de la Côte-Nord. Naomi préférait qu'on se concentre seulement sur Uashat et Maliotenam. Elle vient de là, j'imagine, par chauvinisme. Et puis moi, je lui disais, mais il en faut beaucoup. Il faut de la quantité pour trouver de la qualité. Donc, on peut aller à Mingan, on peut aller à Pessamit, c'est des communautés à quelques heures de route de Uashat et Maliotenam. Puis j'ai plus de chances de trouver la perle rare, parce que je n'avais pas encore trouvé Mamikwan. Et donc, on a lancé un appel de casting sur les réseaux sociaux et il y a quand même 400 Inuits qui se sont inscrits. En proportion de la population totale des Inuits au Québec, c'est énorme. C'est comme s'il y avait 200 000 Québécois qui s'étaient inscrits à un casting. Donc, c'est vraiment énorme. Et de ces 400 personnes, moi, j'en ai rencontré personnellement 200. Avec ma caméra, une petite caméra, puis
je rencontrais les gens, mais c'est sûr que quand on rencontre des non-professionnels comme ça, il y a une timidité, c'est pas évident, donc ça devenait davantage des rencontres, des entrevues que vraiment une audition classique. Des fois, je leur faisais faire des essais à la caméra, des fois, les gens étaient trop timides, mais les rencontres étaient extrêmement riches humainement, et pour moi, ça m'a nourri énormément. Vraiment, de rencontrer 200 personnes comme ça, ça a été très, très formateur pour moi. Puis, de ces 200 personnes-là, on s'est dit, on va trouver celle qui ressemble le plus au personnage. Il fallait que la personne ressemble au personnage. Et je me rappelle quand Sharon Fontaine-Ishpatao est entrée dans la salle d'audition, je pense qu'elle a été poussée par sa mère, elle ne voulait pas être là. Et elle était très timide et elle regardait le plancher. Et vraiment, je me suis dit, ça ne se pourra pas. C'est sûr que cette timidité fait que je ne pourrais pas travailler avec elle comme personnage principal. Mais elle s'assoit et puis on se met à discuter. Je pense qu'on a discuté pendant 1h30. Mais j'avais l'impression de discuter avec Miquan, le personnage, parce que ça faisait 4 ans qu'on écrivait. C'était le même esprit. Cette fille, elle voulait déménager dans la grande ville, elle voulait faire des études, elle avait des réflexions sur le Japon, par exemple, qu'on voit dans le film. C'est elle qui m'avait amené ces réflexions-là. Elle écoutait de la musique, elle était très branchée sur le monde contemporain et tout ça. Puis elle avait une réflexion sur son peuple et tout ça. Donc, je lui ai dit, bon, je sais que c'est pas simple là, de porter un long métrage sur ses épaules, mais tu es Miquan. Donc maintenant, je sais que tu es brillante. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Puis... Donc, elle est venue habiter chez moi à Montréal pendant 1 mois, presque avec ma famille, pour tuer cette timidité-là, puis qu'on se connaisse. Puis ça a aidé à créer un lien très fort. Et donc voilà, et Yami, Yami, c'est elle qui interprète Shanice. Elle, au contraire, je suis allée dans sa classe au secondaire. J'invitais les gens à s'inscrire au casting et puis elle me regardait en me disant, tu vas me prendre. C'était vraiment, c'était direct. Donc, elle est venue, on a fait des ateliers de jeu avec les jeunes. Donc, j'ai pris environ 2-3 filles qui pouvaient peut-être interpréter Yami. 2-3 filles qui pouvaient peut-être interpréter Miquan, et le père et la mère, tout ça. On a fait des ateliers de jeu devant la caméra pour enlever la timidité, faire de l'improvisation. Et j'avais de l'aide de Brigitte Poupard, qui est une comédienne qui joue le professeur dans le film. Et donc, on faisait des activités comme ça. Puis après 2 semaines, c'est devenu évident qui était Shanice, qui était Miquan. Et ensuite de ça, on les a vraiment... entouré, un travailleur social, un coach, et vraiment, là, ils étaient dans un cocon. Là. Les acteurs ont même habité dans la même maison pendant tout le long du tournage pour vraiment qu'ils se baignent, pour pas qu'ils aient à retourner à la maison à chaque fois pour casser un peu l'ambiance. Ils habitaient avec la coach d'acteurs. Et puis, et moi, je leur disais, c'est pas parce que vous êtes des non-professionnels qu'il ne faut pas travailler comme des professionnels parce que vous êtes payés comme des professionnels. Nous, on les payait l'Union des artistes, qu'on appelle, donc on les payait comme des professionnels. Là, je leur disais, maintenant que vous avez accepté le contrat, là, vous êtes devenus des professionnels parce que on vous paye. Donc, il faut réussir. Un professionnel, ça va tout faire pour arriver au bon résultat. Donc, vous êtes prêtes, les filles, let's go, on y va. Puis, au cinéma, comparativement au théâtre, on peut refaire des prises. Donc, on a refait des prises. Des fois, on est allé jusqu'à 42 prises. Les filles ont travaillé même plus fort que des professionnels parce qu'il fallait arriver au résultat. Elles étaient très fortes, elles étaient très bonnes. Et puis, elles ont travaillé vraiment très fort. Parfois, comparativement aux professionnels, parfois, il faut leur faire oublier le texte. Elles sont différentes. Celle qui joue Miquan était plus aisée de dire le texte du scénario. Celle qui interprète Shanice, quand elle apprenait par cœur, on sentait beaucoup le texte. Donc, moi, je lui disais, tu connais la situation. On est là tu étais avec Miquan, et puis elle te dit ça. Réponds-lui simplement, sois dans l'écoute. Et puis donc, des fois, avec 2 caméras, la quantité de rush amenait la qualité aussi au montage. Pour le jeu d'acteur, il y a aussi le montage. Donc, c'est ça, c'est d'arriver à un ton hyper réaliste. Moi, je voulais qu'on ait presque l'impression qu'elles improvisent. Mais elles n'improvisaient pas, c'était quand même assez fidèle au texte. Mais on y arrivait avec plusieurs techniques comme ça.
moi, je serais vraiment intéressé de savoir comment, après le film, ces acteurs maintenant, puisqu'ils sont devenus, comme vous l'avez expliqué, presque des professionnels après une telle expérience, mais qu'est-ce qui se passe autour de ces acteurs-là? Parce que si je fais le lien avec Issouma, si je ne me trompe pas, Lucy Toulougarjo, qu'on voit dans le film avec Madeleine Ivalou, Lucie, dans Atanarjuat, jouait la mauvaise fille. Hein, et donc, je pense que pendant plusieurs années, ça a été difficile pour elle de sortir de ce rôle-là après le film. Donc, il y a eu une autre histoire qui s'est construite là. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de présenter le film, j'imagine, dans les communautés et d'aller voir finalement qu'est-ce qui se passe après ces expériences-là. Comment est-ce que d'abord, parmi les jeunes, il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient poursuivre à faire du cinéma? Est-ce que les rôles qu'elles ont joués, enfin, je ne sais pas, au niveau de la réception de la communauté, après le film, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à la réception, ça a été extraordinaire. Vraiment, je me rappellerai toujours de la première. On avait fait une première à Sept-Îles avant la première à Montréal. On y tenait pour le présenter à la communauté. Et autant la communauté aussi québécoise, francophone de Sept-Îles aussi, là, parce qu'ils ont participé au film, la ville de Sept-Îles. Donc, on avait loué une salle de 800 places à Sept-Îles. La salle était pleine à 400 personnes, des Blancs, puis 400 Inuits. C'était un mix total. C'est rare qu'on voit ça dans une salle de spectacle. Et c'était vraiment une projection extraordinaire. Les Inuits riaient avant les Blancs, des fois, parce qu'ils attrapaient les blagues avant, parce qu'il y avait de l'Inuit. Mais les émotions, c'était en même temps. Les gens pleuraient en même temps. Puis ça, j'ai trouvé ça super beau. Et à la fin, ça a été une explosion. Là, les gens se sont levés, puis c'est leur film. C'est pas mon film, c'est leur film. C'est le film de la communauté. Ils sont très fiers de ce film-là. Presque toutes les familles possèdent le DVD là-bas, puis ils regardent le film, puis c'est un cousin, c'est une amie, tout le monde se connaît. Donc, et il y a une grande fierté. Et le fait que c'est Naomi qui est derrière ça, ça leur apporte une grande fierté. Ils ont l'impression, moi, ça m'a touché beaucoup. C'est ce qui m'importait le plus. Je pense qu'on m'aurait demandé, tu as le choix d'amener ton film à Cannes ou que les gens de Ouachat aiment le film. Je pense que c'est sûr que j'aurais choisi, j'espère que les gens de Ouachat vont aimer le film. C'était ça mon but. Et puis les gens ont aimé le film et ça me remplit vraiment de joie qu'ils aiment le film. Et ils se reconnaissent, ils me disent qu'ils se reconnaissent. Et je pense que de se voir au grand écran, d'être reconnu par le cinéma québécois, parce que c'est un film québécois, ça a été financé par les institutions québécoises, c'est une cinéaste québécoise qui a fait ça, et ça a été projeté dans les cinémas à Montréal, à Québec et tout ça. Donc, d'avoir une représentation comme ça, je pense que c'est très signifiant pour eux. L'actrice Sharon Fontaine-Ishpatao, l'actrice principale, elle est dans les hautes sphères du théâtre montréalais. Présentement, elle va jouer le premier rôle dans une pièce au Théâtre du CEP, un des plus grands théâtres de Montréal. Manikanetich, le deuxième livre de Naomi Fontaine, a été adapté en pièce de théâtre au Théâtre du CEP et c'est Sharon Fontaine-Ishpatao qui va faire le premier rôle sur les planches. Elle a joué dans La cartomancie du territoire, qui a joué je crois, à Nantes, à Paris, à l'automne dernier. Elle joue un des premiers rôles dans une série, une grande série québécoise aussi, qui va être diffusée à Radio-Canada, là, je pense, ou à TVA, je pense que ça s'appelle Les Perles. Sa carrière est lancée. Elle est vraiment très en demande. Pour ce qui est de Yami, elle a gagné le trophée francophone du cinéma, qui est un peu le genre de Oscar francophone. Là. Et puis, c'était au Rwanda cette année. Et c'est elle qui a gagné meilleur second rôle. Et puis, les portes sont ouvertes pour elle, mais elle a 2 bébés et puis ça n'intéresse pas. Et puis, c'est très chaniste en même temps. J'adore. Il y a quelque chose, les personnages sont très près de... par exemple, Sharon, après le film, c'est comme Miquan, tu sais, elle est sortie et puis
Et puis, Yami, ce qui l'intéresse, c'est sa famille, c'est ses enfants. Puis, il y a quelque chose de super beau là-dedans aussi, de vouloir se concentrer sur sa famille. Et puis, ça ne l'intéresse pas du tout, en fait. Puis, j'ai voulu aussi dans le film, autant pour Shanice que pour Miquan, de ne pas faire gagner une ou de ne pas montrer que Miquan, c'est elle qui s'en sort. Tu sais, pour moi, Shanice, le fait qu'on finisse sur elle, c'est que c'est Miquan qui met le spotlight sur elle, puis qui dit qu'il n'y a pas une façon de faire, puis que c'est pas parce qu'elle est sortie de sa communauté qu'elle a réussi. Puis au contraire, en fait, elle rend hommage à ces femmes qui tiennent le fort, finalement, dans les communautés. Donc, elle ressemble beaucoup à leur personnage, Yami et Sharon. Nicole, tu souhaites ajouter quelque chose? Il y a des questions? Voilà, on peut peut-être ouvrir la discussion à la salle. Je ne sais pas si Nancy, peut-être, aurait envie de dire quelque chose. Shannon, vous auriez peut-être envie de réagir sur le film. Est-ce que ça vous dit de parler un peu? Est-ce qu'on peut donner un micro à Nancy, qui est là? Voilà, là. Et après, il y aura Sharon. Tu voudras bien parler, Sharon, un peu? Je te vois là-haut, mais j'ai de la lumière dans les yeux. Oui, tu voudras bien? Ok, tu récupères. Kwe Kakina, bonsoir. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais le film et on m'en avait beaucoup parlé. Et moi, j'avoue que ce film-là m'a beaucoup touchée parce que c'est quand même beaucoup de... Ça me fait écho, ce que j'ai vu dans ce film-là. Je reconnais des situations, je reconnais des jeunes. Puis aussi, d'une certaine façon, je me suis reconnue, tu sais, de partir pour les études, de rester amis, de garder contact. Je pense que ce sont des réalités qu'on vit beaucoup, que les jeunes vivent et que quand on travaille dans les communautés, c'est vraiment important de bien connaître ces réalités parce que c'est avec ces facettes qu'on a à intervenir, notamment en éducation. Pour ma part, c'est l'éducation. Mais j'ai trouvé que le film, le fait que ce ne soit pas des professionnels, pour moi, c'est important parce qu'on ne peut pas reproduire des personnages comme ces jeunes avec des professionnels. En tout cas, moi, j'aurais beaucoup de difficultés à concevoir comment on peut reproduire de façon artificielle une réalité qui est unique au monde. Alors moi, je rends hommage à ces jeunes femmes qui ont osé s'investir dans une aventure comme celle-là. Puis aussi, je vous félicite en tant que cinéaste d'avoir pris le temps de faire ce travail-là parce que ça a vraiment des impacts sur la vie des jeunes, mais aussi sur des personnes comme nous parce qu'on se reconnaît dans le cinéma. Puis en même temps aussi, ça permet de faire connaître à travers le monde qui nous sommes, puis ça nous rend très fiers. Miigwech. Miigwech. Sharon, on te passe le micro? Alors, Kwe Kakina. Ben, premièrement, bravo. Bravo pour cette merveilleuse film. Et je sais, la première fois qu'est-ce que je vais faire en arrivant à Québec, c'est de me procurer du livre et le DVD. Je souhaite juste savoir s'il est disponible aussi en anglais, car j'aimerais le promouvoir dans ma petite communauté de Anishinaabe de Long Point, Winaway. Les sous-titrés en anglais, le DVD au Québec. OK, super. Et ben, je joins ma voix à celle de Nancy, que tu as touché des points sensibles de... C'est pour ça que je voulais pas prendre le micro. Excusez.
dans le sens que c'est notre réalité. Que dire de plus? Ça me touche énormément que vous preniez comme ça. Et c'est de l'actualité. Que tu sois Innu, que tu sois Cri, que tu sois Anishinaabe. Puis, je suis assez contente qu'il y a quelqu'un comme vous qui prend le temps d'enseigner et de sensibiliser nos frères et sœurs non autochtones de qu'est-ce qu'on vit et de qu'est-ce qu'on a vécu depuis très longtemps. Je vous souhaite bonne chance et bon succès aussi dans vos futurs projets, car Dieu sait qu'on a besoin de plus en plus de ces genres d'outils d'éducation et de sensibilisation. Miigwech. Merci, Chinash Kumitin, je vais dire. Mais ça me fascine parce que moi, je pense que je connais les Inuits à cause de mon expérience, même si je ne suis pas Innu. Je me suis frottée, j'ai vécu, j'ai des amis assez pour saisir un peu l'âme Innu, même si je la comprendrai jamais totalement, mais c'est le peuple que je connais le plus. Puis souvent, lorsqu'on est blanc et puis qu'on fait partie de paysage médiatique et qu'il y a des sujets qui traitent des Autochtones, souvent on nous consulte. Et moi, je leur dis tout le temps, vous pouvez aller consulter ces gens-là. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis seulement cinéaste, mais surtout quand ça concerne d'autres peuples, comme les Atikamekw ou les Anishinaabe, et que je ne connais pas vraiment. Mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est que pour avoir promené beaucoup ce film au Canada puis aux États-Unis, je me rappelle le festival de Vancouver où une femme autochtone du nord de la Colombie-Britannique est venue me voir en me disant qu'elle avait l'impression que ça avait été tourné dans sa communauté. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué que ces thématiques-là soient aussi dans une grande proximité avec les autres peuples, même si j'avais vraiment l'impression d'avoir traité localement la communauté de Wahat Mayotenam, de voir que toutes ces choses-là, ces thématiques-là se rejoignent finalement. Puis je pense que c'est parce qu'il y a une expérience, bien sûr, commune du colonialisme qui est évidente et le fait d'habiter sur une réserve qui marque beaucoup les habitants de ces communautés-là. Donc, je pense qu'il y a des choses qui effectivement, se ressemblent beaucoup. Puis je suis allée en Norvège au festival, un festival au nord de la Norvège, et puis il y a des Samis, des gens des Autochtones du nord de la Scandinavie, qui sont venus me voir pour me dire à quel point ils étaient touchés et que ça ressemblait à aux gens qu'ils connaissent, par rapport au rire aussi beaucoup. Puis, donc, il y a quelque chose d'universel autochtone, on dirait, qui vient toucher les gens, et ça me fascine parce que je me suis toujours beaucoup juste concentrée sur les Inuits parce que je voulais vraiment être très locale. Je n'avais pas de crainte en traitant de choses locales, que ça puisse intéresser les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens doutaient, par exemple, les investisseurs me disaient que ça allait intéresser personne et que c'était beaucoup trop local, justement. Mais moi, je sais que quand on est très local, c'est là où on touche à l'international, c'est là où les gens se reconnaissent. Il y a une blague par rapport au groupe Kashtin. Le groupe Kashtin, tous les Québécois connaissent ça, mais c'est pas très connu à l'extérieur du Québec. Et puis, on m'avait demandé d'enlever la blague parce que les gens n'allaient pas se reconnaître en France. Mais je leur ai dit, mais je m'en fous parce que c'est ancré dans leur communauté. Puis je pense qu'il y a un cinéma qui est important aussi, qui est ancré dans les localités. Il faut arrêter de bousiller les accents, de bousiller les différences culturelles. Puis la diversité culturelle, elle est importante.
les Inuits ne sont pas pareils que les Atikamekw, mais il y a des choses, bien sûr, qui se ressemblent. Mais donc, c'est important d'être très Inuit quand on est avec les Inuits aussi, puis de montrer et de ne pas mentir non plus. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser aux Inuits, moi, j'aimais beaucoup la musique avec les tambours. Et c'est de la musique qui vient un peu plus de l'Ouest. Alors, je m'imaginais, moi, là, que tous les Autochtones, là, c'était comme ça c'était la musique de tout le monde, tu sais. Alors, j'ai cherché cette musique, parce que je me suis dit, c'est très cinématographique. Mais cette musique, elle n'existe pas à Wahad Maliotenam. Eux, c'est la musique country folk. Et puis, je me suis dit, ben, coudonc, on va arrêter de mentir, puis de toutes les mélanger, puis les mettre comme dans un genre de bouillie identitaire. Les Inuits de Maliotenam, eux, aiment la musique country. Donc, on va mettre de la musique country. Donc, c'est important d'être authentique, puis de représenter les identités et de les célébrer, finalement. La diversité culturelle, c'est aussi protéger le français au Québec, dans un certain sens, quand je protège les langues inues aussi, ou les langues autochtones. Donc, il y a quelque chose d'important d'être vrai quand on représente des identités qui sont singulières, en fait. Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a pris le micro, là-bas. Oui, bonjour, Kwei, Myriam. Je pense que tu ne me vois pas. On s'est croisés à Loretteville il y a plus de 20 ans. On avait des amis communs et je suis très content de te voir avoir fait ce parcours-là. Je m'appelle Mathieu Guilbougie, si ça t'évoque quelque chose. Mais en tout cas, on communiquera. Bref, c'est quand même très intéressant de te voir dans cette position. Et moi, je suis Innu de par ma mère. Ce que tu as fait, évidemment, avec Naomi, c'est très, très fidèle à ce que je connais. Il y a tellement de choses à dire sur ce dont on parle ce soir et je suis particulièrement intéressé par la démarche qui consiste à travailler avec des non-professionnels et ça fait écho à ce dont on parlait aussi en recherche dans la mesure où s'ouvrir à d'autres approches, d'autres styles, d'autres types de compétences peut nous rapprocher de la vérité. En réalité. Hein. Donc, il y a vraiment un parallèle, je crois, qu'on peut tracer entre l'art et la recherche à cet égard-là. Les deux films se répondent assez bien aussi dans la mesure où le premier nous montre un univers enchanté. Et quand je dis enchanté, je ne dis pas imaginaire. Et le second, c'est un univers désenchanté. Et la perte de cet enchantement-là, d'une manière radicale, très brusque, met les gens dans un vide qu'il est très difficile de combler. Bon, le vide n'est pas total, mais le sens est plus difficile à trouver et ça crée ce que ça crée. Dans le style de cinéma que tu proposes, je pense qu'on ne pouvait pas éviter le contexte, même si ce n'était pas ton objectif au départ, mais plutôt de parler d'une histoire d'amitié. Mais il fallait montrer ce que toi et Naomi vous avez montré et vous l'avez fait de manière magnifique en réalité. J'ai failli pleurer à quelques reprises et j'ai effectivement pleuré à d'autres reprises, donc bravo pour ça. Et donc, écoute, c'est ma foi, je ne veux pas parler trop longtemps, mais j'ai beaucoup apprécié. Je voulais simplement faire un petit commentaire et bon, peut-être que tu voudras réagir, mais merci beaucoup. Merci à toi. Attends, une petite seconde avant de vous laisser la parole. Je voulais savoir si Janet, par exemple, aimerait parler après, prendre la parole, si on lui donnerait le micro. Janet? Non? OK. Donc, Myriam? C'est à vous de répondre. Pardonnez-moi de vous... Oui, bien, en fait, quand il disait, par exemple, au lien avec la recherche aussi, puis, tu sais, moi, un point qui est important pour moi, c'est de parler du droit qu'on s'octroie quand on n'est pas autochtone, de faire des œuvres avec des autochtones. C'est quelque chose qui peut même être controversé de certaines façons. Je pense qu'on a eu un grand débat au Québec par rapport à ça dans les dernières années avec l'affaire du Théâtre du Soleil, et puis de Robert Lepage, l'affaire Kanata, l'affaire Slave, et puis sur l'appropriation culturelle. Et c'était un débat qui nous a fait avancer, en fait, en tant que société, je suis certaine, et qui était nécessaire. Et moi, le constat que je fais avec mon expérience, puis par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Là, je parle en tant que cinéaste non autochtone ou artiste.
il n'y a pas d'interdit. Et moi, ce que j'ai entendu des militants autochtones, c'était pas « ne touchez pas à nos histoires ». Ce que j'ai entendu, c'est « si tu traites de nos histoires, on veut en faire partie ». Et cette solution-là, moi, elle me paraît simple, elle me paraît saine. Et je crois que c'est la solution. Je ne pense pas que les artistes autochtones, en général, veulent travailler en ghetto simplement entre eux. J'ai l'impression qu'ils veulent participer au monde, ils veulent se mélanger. Et nous, on n'a pas à avoir des interdits parce que l'art et les interdits, ça ne fonctionne pas. Il y avait quelque chose de très perturbant pour les artistes de dire hey, tout à coup, on n'a plus le droit de traiter de ces histoires-là. Mais c'est qu'il y a une façon de faire, il y a une manière de faire, il y a un consentement à avoir. C'est comme en amour. Moi, j'ai toujours dit que c'est comme en amour. Quand c'est à sens unique, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit consentant des deux côtés. À partir du moment que c'est consentant des deux côtés, ben, il n'y en a pas de problème. Il n'y a personne qui va vous dire que ton amour est illégitime et que ça ne fonctionne pas. Donc, en recherche, j'imagine que c'est la même chose aussi. C'est un échange, en fait. Et c'est peut-être cliché de le dire, mais c'est vrai que quand on le voit comme ça, ben, on gagne autant que... Je veux dire, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai reçu par rapport à ce projet-là est immensément supérieur que ce que j'ai pu donner. Je veux dire, ce que j'ai appris, quelle femme je suis devenue après ces rencontres, après ce projet-là, ça a été très formateur et j'ai gagné beaucoup finalement de ces échanges-là. Et j'ai été chanceuse et privilégiée que les gens me fassent confiance et qui acceptent de donner autant. Parce qu'ils ont donné beaucoup. Ils ont été très généreux. Donc, et je pense que c'est une façon de voir l'art et de travailler entre deux cultures et plutôt que de toujours opposer, il y a une sorte de réconciliation, un mot que je trouve galvaudé, qui est difficile, mais il y a une sorte de réconciliation, d'en fait, créer ensemble. Et là, tout à coup, ben, on arrête de voir les différences, mais on voit ce qu'on peut apporter. C'est sûr qu'on est tellement aussi différents. On est semblables, mais on est différents. Ces différences-là, mis ensemble, la complémentarité peut nous amener encore plus loin. Et là, je pense qu'on peut peut-être toucher à une certaine réconciliation dans la création. C'est intéressant. Moi, je veux juste mentionner qu'on traite un peu quand même de discrimination, de racisme. C'est en filigrane, c'est pas tout le temps là, mais c'est surtout pour les communautés, les villes qui sont à proximité des communautés. C'est encore plus présent. Là. Je pense qu'il fallait absolument que ça soit, même si on n'insiste pas là-dessus, que ça soit un passage. Moi, je trouve qu'après, donc, la seule chose qui manque dans le film, c'est du bingo. Parce que chez les Inuits, le bingo est très important. Mais sinon, on a, tu sais, le hockey, comment ça peut correspondre dans les communautés. Le hockey, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, j'ai dit, il manque le bingo. Bien, il y a un clin d'œil à la fin, lorsque Miquon récite son texte. Il y a des images de Makoucham. Et on voit la mère de Miquon qui danse le Makoucham. Et derrière elle, il y a un panneau de bingo illuminé. Donc, ça a été mon clin d'œil au bingo. Ouais. Mais vous avez raison, c'était très présent. J'ai joué souvent, d'ailleurs. En Inou. Parce que Inou. Oui. À la radio. Bon, moi, je ne vais pas réagir sur le bingo parce que je ne joue pas au bingo, mais je voulais juste dire qu'il y avait quelque chose dans votre intervention là, tout de suite qui était vraiment importante, à savoir que les Inuits, mais d'autres autochtones aussi, ne souhaitent pas forcément cacher des choses ou dire vous ne pouvez pas travailler avec nous, mais c'est surtout, voilà, il faut travailler avec nous, c'est nous qui sommes dedans. Et ça rejoint comme perspective aussi de connaissance, c'est-à-dire que connaître un peuple, c'est aussi connaître tous les peuples quand on n'est pas dominant. Hein. Ça, c'est une question aussi de poser la connaissance. Et au niveau international, il y a véritablement aussi cette volonté-là. Moi, je suis le mouvement autochtone international de revendication des droits. Et
il y a une espèce de leitmotiv qui s'est installé, qui est donc commun aux 400 millions d'autochtones dans le monde qui vivent dans 90 pays et plus de milliers, de centaines de cultures différentes, qui disent « plus jamais rien sur nous sans nous ». Et je trouve que c'est très puissant comme proposition qui peut se décliner dans la recherche, comme on en a discuté tout au long de ce colloque, qui se décline dans les films, qui se décline dans les arts, qui se décline dans la ville. Et je pense que je voulais juste mentionner cela avant de donner peut-être la parole à Mina qui souhaitait la prendre. Merci en tout cas. Merci. J'ai une question, mais aussi j'ai une remarque. Je voulais dire que votre film est très poétique. Comme dit Kiarostami, le grand cinéaste iranien, le cinéma, c'est la poésie. Et c'est incroyable avec quel poème vous avez pu décrire et mettre en image les centaines d'années de souffrance. Et c'est vraiment cette poésie qu'on lit à travers chaque image de film. Et d'ailleurs, je voulais revenir à ce casting que vous avez fait avec les personnages qui sont des vraies personnes, comme avait utilisé Kiarostami, qui est retourné 20 ans après, qui a filmé, je ne sais pas si vous connaissez son film « Où est la maison de mon ami ?», qui avait fait avec des enfants l'après un tremblement de terre, qui est retourné 20 ans après et qui a tourné un film avec ses enfants qui sont devenus des cinéastes, des réalisateurs, des acteurs de théâtre. Et je vais poser une question par rapport au rythme de votre film, qui est magnifique. Vous avez pu donner aussi à travers le scénario, à travers le montage, il y a un déroulement de récits qui nous attire, un rythme incroyable qui nous amène d'un plan après l'autre. Et je voulais poser cette question, comment vous avez travaillé à la fois dans l'écriture de scénario ensemble avec Noémie et comment vous avez su créer ce rythme aussi dans le montage? Merci. Merci. Kiarostami, c'est un cinéaste que j'adore. J'aime beaucoup votre commentaire. Le storytelling vient beaucoup de la réécriture et écriture du scénario. Le scénario était assez efficace, je dirais, à la fin. J'ai dû écrire 16 versions différentes du scénario avant d'arriver à le financer. J'ai eu beaucoup de refus de financement, donc j'ai dû réécrire. Et au départ, je pense que c'était un film un petit peu plus vaporeux, un petit peu plus dans l'anecdote. Et puis, après, le fait que l'écriture a été longue, ça fait aussi que mon immersion dans la communauté a perduré. Donc, je me suis mis à rencontrer de plus en plus de jeunes, à avoir de plus en plus d'amis. Et puis, je me rendais compte que les Inuits que je rencontrais à Maliotenam, Tawacha, c'était des gens qui aiment beaucoup le cinéma, mais étaient très nourris au bon film hollywoodien, je dirais. Et puis, il y a une efficacité dans les scénarios hollywoodiens, des fois qu'on méprise, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose à retenir. Et je pense que les règles classiques du scénario, il ne faut pas les jeter avec comme on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc, si on enfreint les lois du storytelling, il faut savoir pourquoi. Et puis, je pense que je me suis rapprochée d'un scénario un peu plus classique avec les réécritures. Et c'était très important pour moi que chaque scène, malgré une impression d'anecdotisme, qu'il y a une progression constante dans la narration pour nous amener au climax final, qui est cette étreinte entre les deux femmes, où là, je voulais vraiment que l'émotion sorte. Et puis, donc, il y a énormément de réécriture et le film est très structuré. Là, vraiment, si on l'analyse, il y a vraiment 3 actes clairs avec une promesse à la fin du premier acte, avec un élément tournant au midpoint et avec une fracture à la fin, là, juste avant le 3e acte, lorsque les deux personnages principaux brisent le pacte. Et puis, donc, je pense que c'est pour ça là, qu'on a une impression d'être aspiré un peu vers l'avant dans ce film. Et aussi, je suis monteuse, moi, dans la vie. J'ai été monteuse avant d'être réalisatrice à temps plein. Donc, le montage, pour moi, c'est essentiel. C'est l'étape la plus cruciale, que je dirais. Donc, et je pense qu'on peut réécrire tout au montage. On peut faire dire des choses même qu'on n'a même pas tournées. J'avais énormément de rush.
Et puis, on peut vraiment pousser très loin la réécriture à l'étape du montage. Et encore là, moi, comme je le disais tantôt, je voulais vraiment que les gens de là-bas, que leur DVD de Questpan soit à côté de leur film hollywoodien qu'ils aiment beaucoup et puis qui se disent, ben ce film-là, là, tu vas rire, tu vas pleurer, puis ça va être une bonne histoire. Puis j'avais peur de... Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui voulait tellement leur plaire. Donc, je voulais avoir quelque chose qui était accessible, qui était populaire. Je voulais un film populaire pour que je perde personne. Mais en même temps, il faut pas non plus le prendre de façon péjorative en disant que les films populaires, ben, ils vont tourner les coins ronds, créativement parlant. Donc, c'était dans la forme. Moi, je me suis dit, c'est une histoire classique, mais l'originalité de cette histoire classique, c'est le lieu et les gens. Et avant de leur proposer un film d'auteur niché avec une proposition créative très formellement poussée, ben, je trouve ça un peu injuste. Ces gens-là ne se sont jamais vus sur grand écran. Puis le jour qu'une cinéaste non autochtone en plus fait un film avec eux, ben, on leur propose quelque chose qui ne sont pas dans les codes qu'ils aiment au cinéma. Donc, c'était important pour moi de faire un film très efficace dans son storytelling. Et ça part du scénario et ça va, oui, jusqu'au montage, en enlevant les flottements aussi. Mais en même temps, il y a des longueurs aussi. Parce que moi, présentement, je travaille en télévision où le rythme est très rapide. Et là, quand je revois le film, je me dis, mon Dieu, ben, il y a des choses qui sont lentes dans ce film-là, mais c'est un tempo qui fonctionne dans le film parce que ça prend un certain temps pour digérer ces émotions-là qui sont quand même assez tragiques. Donc, je ne regrette pas ces temps morts. Je pense qu'elle profite au film, mais c'est ça. Le film a son rythme. Et c'est une musicalité. Je l'ai travaillé aussi avec le musicien du film qui apportait une musique qui était... je voulais pas qu'elle écrase le film, mais je voulais qu'il y ait quelque chose de mélodique qui nous reste en tête et puis que cette mélodie, cette ritournelle qu'on entend, qui revient constamment, qu'au début, elle est subtile, mais à la fin, elle se déploie. Puis, donc, je l'ai vraiment pensé aussi avec la musique, le montage. Merci encore. On va peut-être prendre une dernière intervention. Je crois que Nancy a demandé le micro. Et si je ne vois pas d'autres personnes dans la salle souhaiter parler, on va peut-être conclure après Nancy et après votre retour, Myriam. Bien, en fait, je voulais faire un parallèle avec la question de la recherche parce que c'est vrai que le film, je trouve qu'il y a un parallèle hyper intéressant à faire parce que moi, je vois vraiment que vous avez une posture dans votre manière de faire les choses, de vous justifier votre démarche. Mais je pense qu'aussi derrière ce travail-là, il y a un questionnement sur c'est quoi mes raisons profondes que je veux faire ce travail-là. On voit vraiment une volonté de faire connaître une réalité, de faire miroiter avec les réalités que les jeunes vivent, leurs émotions. Mais aussi, je pense qu'il y a toute la préoccupation, c'est quoi l'impact que ça va avoir dans la vie des personnes, dans la vie des Inuits. Et ça, je pense que quand on fait de la recherche aussi, on doit vraiment être conscient de la responsabilité qu'on a comme chercheur des fois de mettre de côté des conventions parce qu'on sait que ça n'aura pas sa pertinence dans le milieu autochtone puis qu'on est capable de le justifier. Puis je pense que quand on produit une œuvre d'art, c'est une forme de connaissance. Puis la connaissance scientifique aussi, c'est une production d'un savoir. Mais maintenant, comment on peut arriver à produire un savoir scientifique, mais qui va justement insérer cette connaissance, ces savoirs autochtones, justement pour rendre justice à une réalité, justement, qui est unique, puis de la rendre fidèle à ce que... intelligible pour les gens, mais aussi que les gens des communautés puissent se reconnaître dans cette production. Alors moi, je trouvais que c'était le parallèle que je faisais. C'est vraiment un choix, je pense, qu'on fait quand on décide de produire des connaissances et que cette posture-là, on doit constamment se la rappeler puis de l'articuler avec notre démarche pour amener le public à comprendre les raisons qui nous ont amenés à faire ces choix. Voilà. Merci.
Oui, c'est très pertinent parce que, et en faisant du cinéma, dans l'histoire du cinéma, les grands cinéastes, on a le cliché que c'est des maîtres, comme si c'était Dieu, ils décident de tout. Donc, ils décident du cadrage, ils décident du rythme, et c'est comme si, et on a le mythe du grand Hitchcock, par exemple, qui va tout décider, et puis et son film est chronométré et millimétré dans sa tête avant même le tournage. Alors, c'est une façon de faire. C'est un maître, j'aime bien son cinéma, mais c'est pas le mien. Quand on fait un film comme ça, il faut accepter le chaos aussi. Là, il y avait moi, j'essayais de contrôler le chaos, en fait. C'est ce que j'ai fait. Je ne contrôlais pas tout. Il fallait accepter que je contrôlais pas tout. Et par le fait de travailler avec les non-professionnels, mais il y avait certaines maladresses qu'il fallait accepter, puis je dirais même plus aimer. Je pense que moi, je les embrassais, ces maladresses-là, puis je pense que c'était une façon différente de travailler de par mon identité, du fait que, parce que je travaillais avec des Inuits, il fallait que j'accepte que je ne contrôlais pas tout et que c'était une œuvre collective et que moi, j'avais toujours l'impression de contrôler un cheval de course un peu fou. Là. Il fallait que je le rentre dans l'allée, là, mais je n'avais pas le contrôle exactement sur tout. Jusqu'à la dernière minute, je peux faire ce que je veux, mais il y avait, j'avais goût que le chaos de la vie soit présent à l'écran. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait continuer, hein, parce qu'il y a l'intimité sans voyeurisme dans laquelle on entre, hein, qui est vraiment troublante, qui aussi explique toutes ces émotions qu'on ressent lorsqu'on voit le film. Je trouve qu'on va vraiment très très loin dans la proximité, dans cette intimité-là. Et en même temps, le film traite de questions sans donner nécessairement de solutions qui concernent, je pense, l'ensemble des mondes autochtones sur cette question de la ville. Est-ce qu'il faut aller en ville ou pas? Qu'est-ce que ça implique? Je pense que là, il y a eu plusieurs interventions qui ont rappelé ça, ou bien les mines, hein, l'exploitation du territoire. Et ça, je crois que dans les décennies à venir, ça va être de sacrés enjeux pour les communautés de prendre des décisions dans ce domaine-là. Donc il y a vraiment un jeu d'échelle aussi continuel dans le film, quoi. Donc, enfin, bravo, moi j'ai beaucoup aimé ce film, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Nicole, tu veux ajouter quelque chose? Simplement dire au Léoné, miigwech, merci. Alors Merci beaucoup. Voilà, avec ces mots, donc miigwech, merci. Je crois qu'on va pouvoir conclure cette table ronde. Je voudrais aussi donc remercier tous les organisateurs et les organisatrices de nous avoir conduits tout au long de ces 2 jours de colloque. On est maintenant arrivé à peu près à la 12e heure de participation, d'échanges très riches. Et c'était formidable de pouvoir terminer avec ce film qui est à la fois... Voilà, qui ouvre des pistes de réflexion, qui montre la beauté dans le chaos et le chaos avec lequel on doit habiter pour pouvoir sortir, trouver un nouveau sens dans les productions à la fois de recherche et dans les productions artistiques. Et voilà, encore, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Merci infiniment. Merci à tout le monde présent. Merci beaucoup de l'invitation et merci de la diffusion du film. Il y a quelqu'un qui veut vous parler? C'est juste, merci justement de la part du musée. Moi, c'est Anna, je suis la personne qui a programmé le film depuis 2 ans. On a réussi. Salut, Anna. Et oui, hein, il y a eu un petit pépin, je pense. Parce qu'il y a eu le Covid. La première fois, c'est ça. Le Covid nous a bloqués. Le premier rendez-vous était en avril 2020. Absolument, mais je suis absolument ravie. Ce film est extrêmement beau et poétique. Ça m'avait beaucoup touchée, justement, que je l'ai vu il y a déjà, 2 ans peut-être, quand c'est sorti au Québec. Hein. Et c'était très important que ça soit montré ici au musée. Donc, et surtout, c'était l'occasion parfaite, ce colloque. Donc, je suis ravie. Je te remercie pour ton travail et pour être ici avec nous ce soir.
Merci à tous. Un plaisir, merci beaucoup. Merci Myriam, énormément. À toi. Et merci à tous, au public, aux intervenants. Merci beaucoup, beaucoup pour ces 2 journées.